Tu penses avoir déjà lu des mangas d'horreur? Attends de voir ce dont personne ne parle. Bienvenue dans l'iceberg des mangas les plus dérangeants, malsains et parfois carrément inhumains. Plus on descend, plus on quitte l'horreur classique pour plonger dans la folie, la perversion et des récits qui restent dans la tête, même longtemps après les avoir refermés. Un iceberg que j'ai réalisé moi-même. Si t'es prêt à explorer les abysses du manga, attache ta ceinture. On commence tout de suite. Death Note. Et si tu pouvais tuer n'importe qui, juste en écrivant son nom? Entre horreur psychologique et vertige moral. Death Note, écrit par Tsugumi Bea et dessiné par Takeshi Obata, est un thriller surnaturel qui plonge dans les abîmes de la psychologie humaine, du pouvoir, de la justice et de la corruption morale. Nous suivons Light Yagami, un lycéen brillant, qui trouve un mystérieux cahier tombé du ciel, le Death Note. Il permet de tuer n'importe qui, simplement en écrivant son nom, à condition de connaître son visage. Au lieu de s'en débarrasser, Light décide de l'utiliser pour nettoyer le monde du mal et devenir un dieu de la justice, sous le nom de Kira. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Un mystérieux et brillant détective sous le nom de L, connu uniquement sous le pseudonyme de L, entre en scène pour l'arrêter. Une guerre psychologique intense démarre entre deux esprits brillants, chacun persuadé d'agir au nom du bien. Contrairement aux œuvres classiques d'horreur, Death Note ne repose pas sur des monstres ou du gore, mais sur quelque chose de bien plus terrifiant, la nature humaine quand elle est confrontée à un pouvoir absolu. Gannibal. Tu crois que les monstres vivent en ville? Dans Gannibal, ils vivent au cœur des montagnes, et ils te regardent. Un flic est muté dans un village isolé, pour enquêter sur une mort suspecte. Très vite, il comprend, ici, les règles sont différentes. Les gens parlent peu. Ils observent. Et surtout, ils mangent. Gannibal, c'est pas juste de l'horreur. C'est de la tension pure. Du silence, des regards, des non-dits. Et une vérité qui te ronge de l'intérieur. Cannibalisme, paranoïa, violence psychologique extrême. C'est pas gore gratuit. C'est pire, c'est humain. Et c'est ça, le plus flippant. Bâtard. Et si le monstre vivait avec toi? Et si c'était ton propre père? Dans Bâtard, Jin est un ado discret, sauf qu'il cache un secret. Son père est un tueur en série. Et il l'oblige à l'aider. Il s'appelle Jin. Il est discret, timide, presque invisible. Mais ce qu'il cache, c'est pire que tout ce que t'imagines. Son père est un tueur en série. Poli, respecté, chirurgien, mais la nuit, il chasse. Et Jin? Il l'aide. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il a peur. Parce que refuser, c'est mourir. Dans Bâtard, l'horreur ne vient pas de créatures. Elle vient de la maison, de la famille, du sang qui t'attache à un monstre. Chaque jour, Jin joue un double jeu. Il ment, il tremble, il regarde les autres vivre une vie normale, pendant que lui, lutte pour ne pas devenir comme son père. Et puis un jour, il rencontre une fille. Elle est gentille. Elle est normale. Et son père décide qu'elle sera la prochaine. Chaque chapitre te serre le ventre. Shigaim. Tu crois que devenir immortel, c'est un rêve? Dans Shigaim, c'est une malédiction déguisée en beauté. Osamu, un lycéen banal, croise la route d'une mystérieuse jeune femme nommée Miwako. Belle, étrange et inhumaine. Elle est une créature qui se nourrit d'humains. Mais pas n'importe comment, elle les élève, les transforme, les garde comme du bétail. Elle propose à Osamu un pacte, devenir son serviteur et en échange, goûter un pouvoir surnaturel.
À partir de là, tout bascule, trahison, dégoût, obsession, sexualité tordue, meurtre. Osamu est piégé dans un monde où la mort est un spectacle et l'humain une marchandise. Dans Shigaim, l'horreur est à la fois physique et psychologique. C'est du sang, du sexe, du contrôle, du vide émotionnel. Et au fond, la question reste. Qu'est-ce qu'il reste de toi quand tu abandonnes ton humanité ? Avant de descendre sous la surface, voici quelques œuvres avec mention honorable. L'attaque des titans. Des murs, des géants, du sang. L'attaque des titans, c'est pas juste une histoire de monstres, c'est une tragédie humaine. Eren, Mikasa, Armin, ils grandissent dans un monde qui les broie. Un monde où l'espoir est une illusion et la survie un luxe. Chaque épisode, chaque chapitre, t'arrache un morceau. Parce que derrière les titans, il y a des hommes. Et derrière la guerre, il y a la vérité. Mais surtout les planches horrifiques, magnifiques pour l'œil du lecteur. Berserk. Le percutant et sombre Berserk. Berserk, c'est pas un manga, c'est une malédiction. Guts, un guerrier marqué par le destin, traqué par des démons, trahi par son seul ami, il avance. Il tue. Il survit. Mais ce qui a choqué les gens, c'est le tome 13. Les œuvres de Lovecraft. Chez Lovecraft, l'horreur ne vient pas du sang. Elle vient de l'univers lui-même. Des entités dormantes, oubliées, plus vieilles que les étoiles. Comme Cthulhu, qui rêve sous la mer, attendant de se réveiller. Ou Nyarlathotep, le chaos rampant, qui parle à l'humanité juste pour la rendre folle. Dans The Call of Cthulhu, des hommes découvrent un culte ancien et comprennent qu'ils ne sont qu'une poussière. Dans The Shadow over Innsmouth, une ville entière cache un pacte avec les profondeurs. Les livres interdits, comme le Necronomicon, contiennent des vérités qu'aucun esprit ne peut supporter. Parce que dans l'univers de Lovecraft, plus tu cherches à comprendre, plus tu t'enfonces dans la folie. Le maître de l'horreur, Junji Ito. Junji Ito, c'est pas juste un mangaka. C'est un artisan de l'angoisse. Un architecte du cauchemar. Junji Ito ne dessine pas l'horreur. Il la murmure. Il la glisse lentement dans tes nerfs, jusqu'à ce qu'elle s'y installe pour de bon. Son style est glacé, chirurgical. Dans ses histoires, l'horreur ne vient pas des cris ou du sang, mais de ce que tu ne peux pas expliquer, et surtout, de ce que tu ne peux pas oublier. Un village obsédé par une spirale qui rend fou Uzumaki. Une femme magnifique qui pousse les hommes à la mort, Tomi. Un son, une odeur, un trou dans la montagne qui t'appelle, et que tu finis par rejoindre, sans raison. Parce que dans son œuvre, la vraie horreur, c'est quand tu ne sais plus si tu regardes une page, ou si c'est elle qui te regarde. Mention pour mes deux préférés, Tomi et Swashi. Descendons maintenant, sous la surface. Plus nous descendons, plus les mangas seront de plus en plus sombres, terrifiants, gore ou sadiques. Passons à ce one-shot, un classique de l'horreur à ne pas mettre dans n'importe quelle main. One-shot qui va vous traumatiser tellement ces planches sont perforantes, traumatisantes pour certains. Une pluie battante, une île isolée, une forêt dense, et un homme qui veut tuer sa femme. Dans Idou, tout commence comme un drame. Un couple part en vacances, en apparence pour se reconstruire. Mais en réalité, Sechi, l'homme, a décidé d'en finir. Avec elle. Définitivement. Ce qui suit n'est pas une simple descente aux enfers. C'est une plongée brutale dans la folie, la haine, la culpabilité et l'horreur la plus crue. Car la forêt cache autre chose. Quelqu'un ou quelque chose qui vit dans les ténèbres. Et qui va transformer le tueur en proie. Rainbow. Passons à une œuvre très sombre mais magnifique, parmi mes préférés, j'ai nommé Rainbow. Japon, années 50. 7 garçons.
une cellule, et aucun avenir. Dans Rainbow, on suit des jeunes envoyés dans un centre de réhabilitation pour mineurs. Mais c'est pas un centre. C'est une prison. Et c'est pas une histoire. C'est un cri. Torture, violence, abus. Chaque jour, ils souffrent. Pas à cause de monstres ou de fantômes, mais à cause d'hommes. D'un système brisé. D'un monde qui les a abandonnés. Et pourtant, ils tiennent. Grâce à un seul truc, l'amitié. La vraie, pas celle des sourires. Celle qui se forge dans la douleur, le sang, les larmes. Ils rêvent de liberté, de justice, d'un lendemain. Mais ce rêve, ils vont devoir l'arracher avec les dents. Rainbow, c'est pas un shonen. C'est pas un manga de baston ou de pouvoir. C'est un manga qui te montre ce que c'est de se relever quand on t'a tout pris. Et quand t'arrives à la dernière page, tu sais que t'as lu quelque chose de grand, de dur, de profondément humain. Sidou. Une descente aux enfers sans retour. Dans Sidou, l'horreur n'est pas fantastique, elle est crue, humaine, inévitable. Elle suinte des ruelles où l'on égorge pour une poignée de riz, des plaies qui ne guérissent jamais, des enfants forcés de tuer pour survivre. Shotaro et Jantaro ne deviennent pas des héros, mais des survivants dévorés de l'intérieur. La lame n'est pas un symbole d'honneur, c'est une extension de leur rage, de leur peur, de leur vide. L'horreur vient de là, grandir dans un monde sans repère, où tuer est une respiration et où vivre n'a plus de sens. Pas de monstre surnaturel, seulement l'homme, et ce qu'il devient quand tout s'effondre. Les thèmes abordés dans cette œuvre sont le gore voire très gore, la maltraitance, la dépression. Pumpkin Night. La vengeance d'une âme brisée. Naoko Kirino, adolescente victime de harcèlement scolaire, est envoyée dans un hôpital psychiatrique après un drame qui la laisse défigurée. Sous son masque de citrouille, elle s'évade et se lance dans une quête sanglante pour se venger de ses bourreaux. Armée d'un couteau et d'une griffe, elle traque sans relâche ceux qui l'ont persécutée, les tuant avec une cruauté sans limite. Chaque meurtre est une danse macabre, une catharsis violente où la souffrance devient une forme de justice personnelle ou un reflet déformé de ceux qui l'ont créée. Le serpent rouge. Serpent rouge raconte l'histoire d'une famille déstabilisée par des comportements étranges et des secrets enfouis. L'intrigue suit un jeune garçon qui vit dans une maison isolée, où il est témoin des comportements de plus en plus déroutants de ses proches. La grand-mère, par exemple, semble entretenir un lien particulier avec des objets étranges, et son comportement devient de plus en plus déconcertant au fil du temps. Le père, quant à lui, semble sombrer dans une forme de violence froide et insensible, tandis que la sœur du garçon, elle, développe des habitudes encore plus inquiétantes, comme se livrer à des gestes étranges et inexplicables. L'atmosphère de la maison est lourde et oppressante, comme si quelque chose de sinistre s'y cachait. Le garçon, curieux mais effrayé, commence à explorer cette atmosphère pesante, cherchant à comprendre ce qui ne va pas chez ses proches. Au fur et à mesure de son exploration, des événements troublants et des révélations sur la famille émergent, dévoilant une réalité bien plus étrange et dérangeante qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le manga jongle avec des thèmes de l'isolement familial, de la déformation psychologique et de la folie latente qui ronge les membres de cette famille, tout en cultivant une atmosphère de tension croissante et de mystère. Serpent rouge est une exploration subtile et déstabilisante de la psyché humaine et des secrets familiaux. Descendons encore, dans les profondeurs. Battle Royale. Dans un Japon autoritaire, une classe de lycéens est sélectionnée pour un programme impitoyable. Être envoyés sur une île déserte où ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un survivant.
Les élèves, amis la veille, deviennent ennemis sous la pression du jeu. Chaque choix devient une question de vie ou de mort. Certains essaient de résister, d'autres perdent pied, tuent, trahissent, se vengent ou s'effondrent. Battle Royale explore la descente progressive vers la peur, la folie et la violence, mais aussi les derniers éclats d'humanité, d'amitié et de révolte. Un choc psychologique autant qu'un drame humain, où l'horreur ne vient pas seulement des armes, mais des décisions que chacun doit prendre pour survivre. Tout le monde doit s'entretuer. Les planches sont gore, avec des détails horriblement précis. Ce qui dérange ici, c'est la logique froide d'un système qui pousse des adolescents à s'entretuer. Les morts sont violentes, oui, mais ce qui choque, c'est la rapidité avec laquelle les liens d'amitié, d'amour ou de confiance se brisent. Le manga nous oblige à poser une question très humaine. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? C'est une horreur réaliste, sociale, presque plausible, et c'est ce qui la rend glaçante. Freak Island. Quand il est trop tard pour fuir, un groupe d'étudiants en expédition scientifique débarque sur une île isolée. Très vite, ils découvrent qu'elle est habitée, mais pas par des animaux ou des indigènes. Une famille monstrueuse y vit, composée d'humains difformes, cruels et imprévisibles. Ce qui commence comme une mission tranquille se transforme en cauchemar absolu. Les jeunes sont traqués, capturés, torturés. L'île devient un labyrinthe de pièges, de cris étouffés et de violences gratuites. Chaque membre de la famille a sa propre façon de tuer, son propre jeu morbide. Mais le plus dérangeant, ce n'est pas seulement l'horreur physique, c'est la manière dont le groupe se désagrège. La peur révèle les failles, les égoïsmes, les tensions enfouies. La survie ne dépend pas seulement d'échapper aux monstres, mais aussi de ne pas devenir soi-même inhumain. Freak Island, c'est une plongée dans l'horreur pure, un huis clos sauvage où chaque recoin cache un danger, et où l'espoir n'a peut-être jamais existé. Ichi the Killer. Quand la douleur devient langage. Dans les bas-fonds de Tokyo, un tueur mystérieux surnommé Ichi fait disparaître un parrain de la mafia dans un bain de sang. Ce meurtre déclenche une guerre dans l'ombre. Kakihara, un yakuza sadique et accro à la douleur, veut retrouver l'assassin pas pour se venger, mais parce qu'il espère que ce soit enfin quelqu'un capable de le faire souffrir comme il l'espère. Mais Ichi n'est pas un tueur classique. C'est un jeune homme profondément traumatisé, manipulé, instable. Quand il tue, il pleure. Quand il frappe, c'est souvent dans un mélange de panique, de désir refoulé et de haine contre lui-même. La violence chez lui n'est pas un choix, mais une fuite. Au fil des chapitres, les deux hommes se rapprochent, l'un cherchant un monstre, l'autre fuyant ce qu'il est devenu. Le manga explore les extrêmes de la violence, du sadomasochisme, de la solitude et de la déshumanisation. Ichi the Killer n'est pas une simple histoire de vengeance ou de mafia, c'est un plongeon dans les psychés les plus dérangées, une spirale de souffrance, d'obsession et de fascination entre le bourreau et la victime. Ce qui dérange ici, c'est la confusion entre douleur, plaisir, haine et désir. La violence est frontale, mais ce qui met mal à l'aise, c'est qu'elle devient un langage émotionnel. Ichi pleure en tuant. Kakihara jouit de la souffrance. Tout est inversé. Ce manga interroge. Que devient l'humain quand il n'a plus de cadre moral, quand la souffrance devient sa seule façon de ressentir quelque chose? On ne lit pas Ichi the Killer, on le subit. Viol, torture, chaque planche est une souffrance pour les yeux et votre psyché va être fortement secouée, âme sensible s'abstenir. Quelques mentions honorables pour ses profondeurs. Parasite, Gen Hiroshima, Dragonhead, Perfect Crime. Bienvenue dans les abysses, là où le noir total réside. On n'y voit rien ici, les œuvres qui vont suivre, je vous conseille de ne pas les lire. Les œuvres les plus noires et les plus sombres nous attendent ici. La jeune fille aux camélias.
Un des mangas les plus dégueulasses qui puissent exister. Cabre, gore, tout y est ici. Impossible de le lire sans avoir envie de vomir. Midori de Sho Tsubaki suit une jeune fille orpheline qui rejoint un cirque ambulant après la perte de ses parents. Ce qui devait être un nouveau départ se transforme en descente aux enfers. Après la mort soudaine de ses parents, Midori, une jeune fille naïve et sans repère, est recueillie par un cirque ambulant. Pensant y trouver un nouveau foyer, elle découvre rapidement un monde cruel et malsain, où elle est traitée comme une simple servante, souvent humiliée et rejetée par les autres membres du cirque. Le cirque est peuplé de personnages étranges, grotesques et hostiles. Midori est exploitée, incomprise et isolée. Chaque jour devient une épreuve de plus dans un univers où la compassion semble absente. Un jour, un mystérieux illusionniste appelé le magicien rejoint la troupe. Avec son arrivée, les choses changent, il protège Midori et lui montre un peu de tendresse. Elle commence à croire qu'elle pourrait enfin trouver un peu de bonheur. Mais cette lueur d'espoir est fragile, et le rêve s'effondre aussi brutalement qu'il est apparu. L'histoire de Midori est avant tout une tragédie, un conte noir sur la perte de l'innocence dans un monde sans pitié. Dans le manga, Midori subit des agressions sexuelles, de la torture, morale et physique. Mais ce qui dérange profondément et qui dégoûte, c'est que le chef du cirque est amoureux de Midori, un amour entre enfants et adultes, qui a choqué tous les lecteurs. Il existe en animé aussi, mais je vous le conseille vraiment pas. l'Ichikari Club. Dans une ville sombre et anonyme, 9 collégiens forment le Ikari Club, un cercle secret obsédé par la beauté, l'intelligence et l'idée d'un monde parfait sans adultes ni faiblesse. Le club se cache dans une usine abandonnée où règne l'obscurité et le chaos, sous la direction de Zera, un leader charismatique, mais tyrannique. Leur objectif principal, construire l'Ichi, une intelligence artificielle capable de détecter la beauté absolue. Mais à mesure que le projet avance, le club s'enfonce dans la folie. Des rituels étranges, des jeux de pouvoir malsains, des actes de torture et de domination psychologique deviennent monnaie courante. Zera écrase toute opposition, y compris celle de ses anciens amis comme Gebo, qui développe une obsession amoureuse et violente pour lui. L'IA que fabriquent ces lycéens, c'est pour enlever des belles jeunes filles. Le manga est rempli de viols, tortures, agressions en tout genre. Un manga à ne pas mettre dans toutes les mains. Carnet de massacre. L'humanité rabaissée à la viande. Le cœur du malaise, les humains y sont chassés, tués et consommés comme du bétail. Pas juste tués, découpés, préparés, dégustés. Les bourreaux, d'apparence humaine, parfois séduisants, mais profondément inhumains. Ce renversement du prédateur et de la proie heurte directement notre instinct de survie et de dignité. Ce qui dérange ici, ce n'est pas juste la mort, c'est la transformation du corps humain en produit. Dans ce monde, manger de l'humain n'est pas une monstruosité, c'est culturel, ritualisé, même artistique. On voit des recettes, des dressages d'assiettes, des cuisiniers fiers de leurs ingrédients. Et ça crée un effet de froid absolu. Le corps humain devient objet, ingrédient, chair anonyme. Dans plusieurs chapitres, les victimes ne sont pas seulement mangées, elles sont effacées. Leur nom, leur histoire, leur visage, tout disparaît. On voit leur regard juste avant la découpe, et on comprend qu'il n'y aura ni justice ni souvenir. Il n'y a pas de gentil ou de sauveur. Même les rares humains survivants sont souvent complices, brisés ou cyniques. Le manga ne propose pas d'échappatoire, pas de rébellion glorieuse, juste une boucle de cruauté systémique. L'esthétique froide et chirurgicale. Le dessin est souvent propre, net, presque médical, ce qui renforce le malaise. Les scènes de découpe ne sont pas floues ni exagérées, elles sont claires, détaillées, méthodiques. Ça renforce l'idée que cette horreur est normale dans cet univers. Carnet de massacre dérange parce qu'il enlève à l'humain toute valeur morale, symbolique ou émotionnelle. Il en fait de la viande. Et le fait avec calme et une touche d'élégance glaçante. Homunculus, le corps comme frontière floue entre réalité et folie. L'histoire commence avec une trépanation, trou percé dans le crâne, qui permet à l'anti-héros, Suzumu Nakoshi, de voir les homunculus,
des visions monstrueuses de l'inconscient des gens autour de lui. Mais ce qui dérange, c'est que ces visions ne sont peut-être pas fausses. Elles révèlent les névroses, traumatismes, désirs ou violences enfouies. Tu ne vois pas une personne, tu vois son mal-être incarné. Exemple, une femme avec un trou béant dans le ventre, un homme tout en liquide, une jeune fille en poupée cassée. Et Nakoshi, petit à petit, cesse de faire la différence entre hallucination et vérité. La perception de l'humain comme déformée. Ce manga dérange profondément parce qu'il dit ceci. Et si, au fond, personne n'était normal? Et si notre visage cachait un monstre? Les déformations psychiques que voit Nakoshi sont parfois grotesques, parfois magnifiques, mais toujours perturbantes. Elles nous confrontent à cette idée. Et si quelqu'un voyait ce que je cache vraiment, à quoi ressemblerais-je? La descente de Nakoshi. Au début, Nakoshi est un clochard un peu cynique, mais lucide. Mais à force d'entrer dans l'esprit des autres, puis dans le sien, il se désintègre. Il perd sa morale, sa logique, ses repères. Il devient celui qu'il redoute le plus, un homme vide, un monstre d'empathie morbide. La terreur, ici, c'est la perte de soi-même. Homunculus est cru, sexuel, dérangeant sans jamais être gratuitement gore. On y parle de genre, de perversion, de pulsion, de douleur psychologique, sans jugement, mais sans confort non plus. Les scènes les plus dures sont souvent les plus calmes, où un personnage confie ce qu'il n'a jamais osé avouer, et où son corps, vu par Nakoshi, le trahit. Homunculus dérange non pas par ce qu'il montre, mais par ce qu'il te fait remettre en question. Il dissèque l'esprit humain avec précision, jusqu'à ce que tu ne saches plus si tu dois avoir peur des autres, ou de toi-même. Nous voici dans les ténèbres au fond de l'iceberg, la dernière partie. Certains mangas seront censurés, pour éviter que vous les retrouvez. Tokyo Redwood. Tokyo Redwood suit Akazuka, une fillette aux airs de petit chaperon rouge, mais version perverse, sadique et totalement déviante. Armée d'un pistolet et d'un sourire cruel, elle erre dans un Tokyo violent, gothique et grotesque, avec un objectif étrange, trouver le grand méchant loup et se faire dévorer vivante. Mais derrière ce désir choquant se cache une histoire bien plus sombre. Akazuka est une entité surnaturelle, liée à un destin apocalyptique. Elle attire autour d'elle des personnages malsains, violents, obsédés et meurtriers. La frontière entre l'enfance et la perversion est volontairement floutée, dans un univers dégénéré, symbolique et sanglant. Je m'attarderai pas avec ce manga tellement il est dégueulasse à lire. Tout au long du manga, la jeune fille se fait agresser sexuellement par des adultes, se fait tuer de toutes les manières possibles. Nous suivons une jeune fille immortelle, qui est femme de chambre. Un jour son bras se coupe et il repousse, la patronne comprend alors qu'elle est immortelle. Elle va donc exploiter la jeune fille en l'obligeant à exécuter tout type de faveur sexuelle pour ses clients. Et vu qu'elle est immortelle, je vous laisse deviner quel type de faveur dégueulasse la jeune fille va devoir subir. Un manga type hentai que l'on peut retrouver que par un code spécifique. Une des scènes finales du manga prouve bien l'horreur de ce manga. La jeune fille tombera enceinte de l'un de ses bourreaux, un des clients va alors s'amuser à sortir le fœtus du ventre et l'agresser sexuellement et le mettre dans un mixeur. Ce manga devrait rester au fond de l'iceberg pour ne plus jamais remonter à la surface. Manga scandaleux à tel point qu'il a été interdit au moins de 18 à Tokyo. Relations incestueuses entre frères et sœurs, violences sexuelles. Ce manga est à vomir, tout comme le manga interdit aussi au Japon et dans plein d'autres pays. Ce recueil d'histoires courtes qui parle très explicitement de relations pédophiles. Ces planches sont d'une précision sans nom et mise en scène des relations pédophiles. Dégueulasse. Les mangas inspirés de l'affaire Janko Furuta. Et tout en bas de cet iceberg, là où la lumière ne passe plus, on trouve des œuvres directement inspirées de l'un des faits divers les plus glaçants de l'histoire du Japon, l'affaire Janko Furuta. En 1988, Janko Furuta, une lycéenne japonaise de 17 ans, a été kidnappée et retenue prisonnière pendant 40 jours.
Ce qu'elle a vécu durant cette période dépasse l'imaginable. L'affaire a profondément choqué le pays, non seulement par l'horreur des faits, mais aussi par la légèreté des peines infligées aux coupables, car ils étaient mineurs et proches du milieu yakuza. Ce crime réel a inspiré plusieurs œuvres de fiction, mais l'une des plus marquantes reste un manga, 17 Sei, en français 17 ans, de Seiji Fuji. 17 ans raconte l'histoire d'une lycéenne enlevée et séquestrée par un groupe de garçons. Ce manga ne cherche pas à choquer gratuitement, il expose la cruauté humaine avec un réalisme glaçant, parfois insoutenable. On y ressent l'horreur, l'impuissance et surtout un profond malaise. À travers ces pages, l'auteur dénonce l'inaction des adultes, le silence complice, et met en lumière les failles d'un système qui n'a pas su protéger une jeune fille innocente. Il reproduit aussi les actes horribles que la jeune fille a subis pendant ces 40 jours. Les pages sont insoutenables à lire et regarder, tout est détaillé, mais ce qui a choqué le plus, c'est que le récit met en avant un des jeunes garçons de la bande de tueurs, qui minimise sa gravité et l'humanise un peu trop. Ce type de manga n'est pas là pour divertir. Il est là pour rappeler, pour déranger, pour confronter le lecteur à une réalité bien trop souvent oubliée. Si vous vous aventurez dans ces profondeurs, sachez-le, certains mangas ne s'oublient jamais. Non pas pour ce qu'ils montrent, mais pour ce qu'ils font ressentir. Et voilà, on arrive au bout de cet iceberg aussi fascinant que perturbant. Des œuvres grand public aux profondeurs les plus sombres de l'horreur, on a plongé ensemble dans un univers où le malaise est roi. Si tu as aimé ce voyage tordu, pense à mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines descentes dans l'étrange. Et dis-moi en commentaire, quel manga t'a le plus choqué ou donné envie d'en voir encore plus. À très vite pour une nouvelle plongée dans l'inexpliqué.